L'impression de rejouer dans un vieux film dont l'action se déroulait le 29 janvier 2017 à la Mosquée de Québec. On était plongé dans une nuit d'horreur lorsqu'un homme de 24 ans s'est présenté ici chez nous avec la visible intention de faire le plus de victimes possible. Cet individu-là est arrivé, puis l'a frappé là, à la tête. La façon que c'est arrivé, c'est horrible. Ça fend le cœur. Une nuit d'horreur, Québec sous le choc, ça décrit bien comment on se sent ici de Québec. Bonne fin de journée, mesdames et messieurs. Donc, en direct de Québec, bienvenue à cette émission spéciale sur cette nuit qui secoue en fait tout le pays. C'est un carnage que l'assaillant semblait avoir planifié. Regardez, on va vivre ensemble ces images en direct d'un mémorial improvisé sur un des lieux, parce qu'il y en a plusieurs, vous allez comprendre, un des lieux où les crimes se sont joués. Il y a 2 personnes qui ont été assassinées dans le Vieux-Québec, on vous le rappelle, puis on va parler de ces victimes. François Duchesne, c'est un homme de 56 ans. Il faisait tout simplement son jogging dans son quartier. Suzanne Clermont, c'est une femme de 61 ans. Elle était sortie quelques minutes à peine de chez elle, mais les 2 se sont malheureusement retrouvés par un hasard, disons-le, morbide, sur le chemin de Carl-Giroir. Il y a 5 autres personnes qui ont subi cette attaque. Ces gens-là vont survivre, mais il y a des blessures qui vont demeurer. Durant les prochaines minutes, vous allez entendre, bien sûr, des témoins. Vous allez aussi voir à quel point les autorités ici et un peu partout sont secouées par ce drame. Le maire de Québec, vous l'avez entendu dans l'ouverture, a l'impression de revivre un cauchemar qu'on a vécu ici à la Mosquée de Québec en 2017. Donc, nos équipes sont déployées sur le terrain. Allons les retrouver tout de suite. Pierre-Alexandre, vous allez refaire avec nous le fil des événements. Ce sera dans un instant. Marie-Pierre, merci, vous avez assisté à la comparution de l'accusé. Mais avant tout, Pascal, je veux qu'on parle de ces victimes. Elles se sont malheureusement retrouvées, comme on dit, au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, et l'un des endroits, malheureusement, qui a été le théâtre de cette attaque, c'est ici, sur la rue des Remparts, où on se trouve. C'est là que se trouvait Suzanne Clermont. C'est une femme de 61 ans. Donc ici, on est sur la rue des Remparts. Regardez, Madame Clermont habite juste ici. Vous voyez, en ce moment, il y a des fleurs, c'est pas pour rien. Mais Madame Clermont, donc, selon les témoignages que nous avons recueillis, est sortie fumer une cigarette, comme c'était son habitude. Alors, soit près de la porte où on se trouve, ou encore de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des remparts, parce que justement, regardez la vue qu'on a sur le Vieux-Port de Québec. Alors, c'est probablement là qu'elle était, ou à côté de la porte, lorsqu'elle fumait sa cigarette. Elle s'est faite attaquer et malheureusement, elle n'a pas survécu à ses blessures. Les résidents du secteur qui habitent ici autour sur la rue des Remparts nous ont parlé d'une nuit terrifiante. Certains ont entendu des cris d'horreur dans la nuit, ont dû se taper à l'intérieur de leur appartement parce que les policiers leur demandaient de rester chez eux. Et notamment, les amis de Mme Clermont, au matin, ont appris qu'ils avaient perdu leurs proches. Vous allez entendre 2 témoignages d'amis de Mme Clermont. Une bonne amie, puis ma coiffeuse depuis 30 ans. Suzanne. Je l'aimais beaucoup. Tout le monde aimait Suzanne. Tout le monde aimait Suzanne, toujours de bonne humeur, toujours souriante, toujours accueillante. Oui. Oh, j'ai de la misère à le croire. On se sent très, très vulnérable, puis en même temps, on a tous beaucoup de peine. Parce que c'était notre Madame Sourire. Parlons maintenant de l'autre victime, François Duchesne. Oui, un homme de 56 ans qui faisait son jogging, d'après nos informations, dans le secteur de la rue du Trésor. Donc, on est tout près du Château Frontenac, là où le suspect avait laissé son véhicule en marche avant d'entreprendre finalement sa cavale meurtrière. Et M. Duchesne, on le connaît, nous, les journalistes, parce que c'est le directeur des communications du Musée national des beaux-arts du Québec. Il avait notamment arrangé pour moi une entrevue extraordinaire sur Frida Kahlo. Alors, vraiment, là, un homme qui était apprécié de tous. Malheureusement, lui aussi s'est retrouvé sur le chemin du tueur. Ça donne des frissons, tout ça. Et puis, ajoutons à cela les 5 blessés, parce qu'il a aussi blessé 5 autres personnes, là. Voilà, parce que d'après ce qu'on a comme information à l'heure actuelle, il aurait attaqué 7 personnes,
Je vous ai parlé des 2 victimes qui ont succombé à leurs blessures, mais évidemment, c'est une lame, c'est un sabre de samouraï. Donc, les 5 autres personnes qui ont été attaquées, ils ont des blessures profondes, de lacération, mais le service de police de la Ville de Québec nous a indiqué qu'on ne craignait pas pour leur vie. Bien évidemment, il y a l'aspect psychologique dans tout ça. On peut imaginer l'état de choc dans lequel ils se trouvent après avoir été attaqués par un homme déguisé comme ça le soir de l'Halloween, sans avertissement. Mais au moins, au niveau physique, on ne craint pas pour leur vie. Voilà, merci Pascal. Et Pierre-Alexandre, on a pu sentir un peu par le récit de Pascal comment c'était la nuit dernière. Et cette folie meurtrière a duré un peu plus de 2 heures. Sur quoi, 2 kilomètres à peu près? Absolument, Bruno. Imaginez, les policiers du service de police de la Ville de Québec vont devoir inspecter au peigne fin plus de 25 scènes de crime. Alors, ça ne sera pas simple. Mais ce qu'on peut vous dire ce soir, d'ores et déjà, c'est que les policiers ont reçu les premiers appels vers 22h30. Ensuite, c'est pratiquement tout le Vieux-Québec qui a été bouclé. Les policiers qui ont demandé à tous les résidents de ne pas sortir de la maison. Le suspect, lui, dans la mi-vingtaine, a stationné sa voiture près du funiculaire de Québec. Ça, c'est près, vous le savez, Bruno, de la terrasse du frein. Et c'est ensuite qu'il est parti à pied, à la marche. Pascal le disait, il était déguisé dans un costume de type médiéval, un genre de costume de samouraï, et il était surtout armé de ce long sabre de type japonais. Alors, il a tué sa première victime, Bruno, sur la rue du Trésor. Ensuite, il a continué à marcher, s'est rendu où Pascal était, sur la rue des Remparts, pour tuer une deuxième victime. C'est un parcours, ça, qui va avoir duré presque 2 heures et demie avant que, justement, dans le port de Québec, les policiers lui mettent la main au collet. Donc, 2 kilomètres et demi, justement, Bruno. Ça, c'est vers 1h du matin que les policiers l'ont finalement arrêté. Alors, le chef de la police, Robert Pigeon, a tenu un point de presse ce matin. Il était flanqué du maire Régis Labaume, maire de Québec, ainsi que de la vice-première ministre Geneviève Guilbeault. Ce que nous a dit M. Pigeon, c'était que, visiblement, un tel geste, un tel carnage, Bruno, c'était sans contredit, prémédité, prévu. On est à prélever les éléments de preuve qui ont été laissés tout au long du parcours du meurtrier. Ça, c'est la question prioritaire présentement. Donc, c'est possible que certains secteurs où que les soignants ne pourraient pas avoir accès afin de ne pas contaminer la scène de crime. Bien sûr, les policiers vont s'affairer à rencontrer cette personne-là, visiblement connaître ses motivations profondes. Et bien sûr, il y aura des perquisitions en cours dans le but de recueillir le maximum d'éléments de preuve concernant le mobile des meurtres d'hier soir. Pierre-Alexandre, ce type de conférence de presse, malheureusement, avait des allures de déjà-vu pour le maire de Québec. Visiblement, il était ébranlé. Oui, on vous parle justement ce soir en direct devant l'Hôtel de Ville de Québec. M. Labaume qui était vraiment, on le sentait ébranlé, consterné. Il disait justement, j'ai l'impression de revivre ce fameux cauchemar de la tuerie à la Mosquée de Québec en janvier 2017. Peine à comprendre, n'en revient pas que ça se passe encore une fois de plus dans sa ville. On l'écoute. J'ai la nette impression de rejouer dans un vieux film, un film dont l'action se déroulait le 29 janvier 2017 à la Mosquée de Québec. C'est un événement hallucinant, terrifiant, un événement évidemment qui dépasse l'entendement. Et tout cela nous rappelle malheureusement que la nature humaine est éminemment complexe et incroyablement insondable. Bruno, Régis Labaume a tenu à quand même sécuriser, si vous voulez, sa population. Il a tenu à dire publiquement que la Ville de Québec était parmi l'une des villes encore une des plus sécuritaires sur la planète. Je peux vous dire que ce soir, c'est tranquille devant l'Hôtel de Ville. Il pleut, mais je vois encore énormément de policiers qui circulent. Donc, Régis Labaume qui a voulu essayer, du moins, de rassurer ces gens. Merci, Pierre-Alexandre. Et notez qu'on n'a pas encore parlé de la provenance de cet assaillant, puis on va le faire avec vous, Marie-Pierre Mercier. Carl Giroir, c'est un homme de 24 ans. Il est de la région nord de Montréal. Il a comparu cet après-midi. Il fait face à 7 chefs d'accusation, dont 2 très graves.
2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, 5 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Carl Giroir a passé vraiment toute la journée en interrogatoire et il a finalement comparu par visioconférence cet après-midi à 15h45 de son centre de détention. Ça a été une audience vraiment très rapide, quelques minutes seulement. On a vu M. Giroir. C'est un homme qui est assez grand, qui est assez mince. Il a les cheveux très noirs, mi-cou. Il n'a pas pris la parole aujourd'hui. Il avait la tête baissée. Il ne semblait pas vraiment porter attention à ce qui se passait dans la salle. Il doit comparaître à nouveau jeudi. On peut entendre là-dessus la porte-parole du DPCP. Mais jeudi, c'est vraiment une date relais là, pour déterminer quelle sera la suite des procédures. Il y a la divulgation de preuves qui est en cours, l'enquête qui se poursuit également. Donc, tout ça est en constante évolution. Alors, ce sera l'occasion jeudi de faire le point là, sur le déroulement futur. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on a déjà vu dans l'appareil judiciaire? Il n'y a aucun antécédent judiciaire. D'ailleurs, les policiers le disaient en conférence de presse aujourd'hui. Il n'y avait rien qui indiquait qu'il pourrait avoir une telle attaque hier soir dans les rues de Québec. Toutefois, ce qu'on apprend, c'est qu'en 2014, eh bien, M. Giroir aurait verbalisé son intention de perpétrer certains de ces actes-là. Ça aurait été fait dans un contexte médical, nous dit-on. Et aujourd'hui, Bruno, à Sainte-Thérèse, où réside l'accusé, eh bien, il y a eu une perquisition dans sa résidence. Vous voyez les images. Eh bien, ça, c'est l'endroit où il habite. Lui et son frère avaient chacun un appartement dans ce building-là. Alors, les policiers voulaient évidemment savoir s'il y avait des éléments de preuve peut-être dans son appartement. On a parlé avec la concierge de l'immeuble. Elle n'avait aucune idée que M. Giroir pouvait perpétrer de tels actes. On peut l'écouter. On m'avait dit que c'était gros, puis de la manière qu'ils ont fonctionné, j'ai jamais vu ça, parce qu'on n'a jamais de problème ici, c'est tranquille. Mais le doute est venu quand j'ai regardé les nouvelles. Je savais qu'il s'était passé quelque chose à Québec. Alors aujourd'hui, en salle de cour, Bruno, il n'y a aucune des parties qui a demandé une évaluation psychiatrique de l'accusé, mais ça pourrait se faire évidemment là, lors des prochaines audiences. Pierre Pertier, au Palais de justice, merci. Tout le monde est sous le choc, Alex. Depuis le début, on entend des gens qui témoignent avec émotion. C'est le cas de la classe politique. Très tôt aujourd'hui, le premier ministre Legault, d'abord, qui a tenu à exprimer sa solidarité envers les victimes et leurs proches. Oui, d'abord, Bruno, par le biais des réseaux sociaux et ensuite par une déclaration dans laquelle il offre ses condoléances aux 2 victimes, en fait, à leur famille et à leurs proches et aux 5 blessés. Il dit aussi qu'il a parlé avec le maire de Québec et avec la vice-première ministre Guilbeault, qui est aussi responsable de la capitale nationale, pour rappeler que la ville pourra toujours compter sur le soutien indéfectible du gouvernement du Québec. Et il y a cette déclaration aussi du premier ministre qui dit « La population du Québec est une fois de plus mise à l'épreuve. Sachez que la nation québécoise est tout entière avec vous pour la traversée. Aussi tragique que soient ces événements, ne perdons pas de vue qu'ils ne sont en rien représentatifs d'une communauté caractérisée par son côté pacifique et chaleureux. » Le premier ministre Bruno a aussi demandé que le drapeau soit mis en berne à la tour centrale du Parlement. Le président de l'Assemblée nationale, François Paradis, a accepté. Alors, le drapeau sera en berne jusqu'au crépuscule du 3 novembre, 3 jours en mémoire des victimes. Rapidement, l'enjeu de la santé mentale a aussi été abordé, je vous dirais, par les représentants de toutes les formations politiques ici à l'Assemblée nationale. Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, reconnaît que la santé mentale a été et demeure le parent pauvre et qu'il faudra corriger cette situation. Elle dit que son gouvernement en est bien conscient et elle en veut pour preuve le fait qu'on a annoncé 25 millions de dollars d'investissement pour mieux accompagner les jeunes qui souffrent de problèmes de santé mentale. On dit qu'il serait peut-être jusqu'à un tiers des jeunes en ce moment en temps de pandémie, parce que la pandémie est un facteur aggravant qui souffre de cette situation-là. Alors, on écoute la vice-première ministre et ses réactions de l'opposition. La santé mentale a trop longtemps été négligée ou même oubliée. Collectivement, quelle importance est-ce qu'on veut lui donner à cette santé mentale-là? Comment est-ce qu'on veut accompagner notre monde? Quelles sont les ressources que l'on veut pouvoir amener? La situation que nous vivons présentement avec la pandémie fragilise encore plus, amène encore plus de détresse chez nos concitoyens. Bon, Alex, vous demeurez avec nous un instant encore pour parler des réactions fédérales. Bon, là, on a entendu des élus de l'Assemblée nationale, mais également des réactions au niveau fédéral.
Vraiment, Bruno, toute la classe politique est sous le choc, tant à Québec qu'à Ottawa. Le premier ministre Justin Trudeau, qui en avait long à dire sur les réseaux sociaux et s'exprimait en ces termes. Terrible tragédie à Québec. J'ai le cœur brisé pour les proches des 2 personnes tuées dans cette horrible attaque. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés. Nous sommes de tout cœur avec vous et serons là pour vous, aux premiers intervenants. Merci pour votre travail. Jean-Yves Duclos, le député fédéral de Québec, est en conférence de presse avec la vice-première ministre Guy Lebeault et le maire Régis Labaume pour dire notamment que la GRC, les autorités fédérales, collaboraient au travail qui est fait sur le terrain. Et on écoute Gérard Deltel du Parti conservateur, aussi député de la région de la Capitale-Nationale. Évidemment, comme citoyen de Québec, je suis complètement bouleversé par ce que j'ai vu, parce que c'est terrible que ça arrive, une situation semblable, que ce soit ici ou ailleurs. C'est sans nom, c'est une tragédie qui nous bouleverse tous. Et rapidement, Bruno, réaction aussi du côté du Bloc québécois. Yves-François Blanchette qui dit « La belle cité de Québec qui nous est si chère est ce matin endeuillée et assombrie par un épouvantable drame. Votre choc est partagé par toutes et tous. » Et du côté de Jagmeet Singh du Nouveau Parti démocratique, il est difficile de comprendre la violence insensée qui s'est produite à Québec la nuit dernière. Mes pensées vont aux amis et familles qui ont perdu des êtres chers. Merci, Alex. Plaisir, au revoir. Bon, tout ça, ça a commencé un peu après 22 heures hier. C'est un homme avec un déguisement médiéval. Vous avez entendu le descriptif tout à l'heure. Il pouvait passer comme ça inaperçu. Souvenons-nous, on est en pleine soirée d'Halloween hier, dans le Vieux-Québec. Un Vieux-Québec quand même presque désert en raison de la pandémie. Il était armé d'un sabre japonais. Sa cavale a duré moins de 3 heures. Et mon collègue Yannick Bergeron a été déployé sur le terrain cette nuit. Et il y est revenu cet après-midi pour témoigner de ce qu'il a vu. Yannick, on est juste à l'extérieur des murs, coin de Dauphine, Honoré-Mercier, à quoi 100 mètres de Radio-Canada? Je m'en allais rejoindre notre collègue Fanny Sanson sur la colline parlementaire. C'est là qu'il y avait le poste de commandement. Et en montant ici, c'est là que je me suis rendu compte de la tension vraiment. Et il y a une voiture qui a ralenti pour s'arrêter, pour nous interpeller. Le monsieur était un peu en panique. Là. Il disait « Ne restez pas là, rentrez, venez pas ici ». Il m'a dit qu'il était un chauffeur Uber, puis que les policiers lui avaient dit de quitter rapidement le Vieux-Québec et surtout en ne prenant pas personne à bord. Alors, il y a un suspect et on ne sait pas il est où, il est au large. C'est la nuit de l'Halloween, de surcroît. Il y avait une tension que vous sentiez ici. C'était le poste de commandement qui avait été installé, mais il y avait des ambulances, policiers, même les pompiers. C'est le point de rencontre un peu. Les policiers se sont dirigés et déployés près du Grand Théâtre. Il y a eu du ratissage et rapidement, on s'est rendu compte que c'était une fausse alerte. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'essayer d'aller à l'intérieur des murs pour essayer de comprendre ce qui s'était passé parce que les informations à ce moment-là, puis c'est normal, là, ça venait d'arriver, c'était encore fragmentaire, mais on voulait aller voir le déploiement policier et qu'est-ce qu'on pouvait constater comme scène de crime, par exemple. Vous profitez des remparts pour prendre des images. Yannick, là, on se retrouve au parc de l'Esplanade. Comprenons qu'on est à l'intérieur des murs. Là, il y a de l'action. Le caméraman Jean-Michel et moi, on est allés sur la porte Saint-Jean, sur les remparts pour prendre des images en hauteur, pour voir un peu le déploiement policier. Il y a des buissons ici. Il fait noir. Oui. Il doit y avoir un stress. Oui, bien là, les policiers étaient quand même proches. Ils ont quitté et là, j'envoyais des courriels, effectivement, parce qu'on me demandait de l'information. J'en avais besoin aussi. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à penser à la situation dans laquelle on se retrouvait. Et j'ai dit à mon collègue, c'est la première fois que je fais ça, on va se mettre dos à dos pour avoir une vue périphérique 360 degrés. Près de la porte Saint-Louis, les policiers nous ont vraiment avisé de quitter le secteur en raison du danger. Je suis retourné avec le caméraman rejoindre la collègue Fanny et c'est elle qui nous a dit espace 400e, il y a une arrestation. Et c'est là qu'on se met en direction de l'espace 400e. Yannick, on se retrouve maintenant à quelques centaines de mètres, peut-être 1 kilomètre du Vieux-Québec, mais en passant par les petites rues, vous et moi, ça a pris une bonne dizaine de minutes de marche pour se rendre ici. Là. Effectivement, et c'est ici que la cavale du suspect a pris fin. Quand je suis arrivé pour venir voir ce qui se passait, on a pu, après ça, voir un agent de sécurité du port qui a parlé à un policier. Il faisait sa déclaration. Et il l'avait vu dans les secteurs, dans les parages. Et puis là, il l'a suivi avec son véhicule du port. Les phares éteints. Les phares éteints. Les forces de l'ordre convergeaient vers ici. L'homme était rendu près d'un buisson, selon son témoignage qu'il faisait aux policiers. Il était accroupi et il avait planté l'épée dans la terre face à lui. À ce moment-là, ça a pris peu de temps et l'escouade est arrivée. Et c'est comme ça que ça a pris fin pour le suspect.
Nous sommes à l'extérieur d'une autre importante scène de crime. Quand vous arrivez ici, à ce moment-là, l'arrestation est faite. Là, vous savez qu'en principe, on est en sécurité. Là. Je pensais voir un grand déploiement policier, mais c'était calme. Il n'y avait qu'une motopatrouille et on a vu qu'il y avait effectivement quelqu'un qui était mort à cet endroit-là. Et là, je me suis intéressé à ce qui se passait de l'autre côté. Juste à côté du château. De l'autre côté du parc, Ouais. effectivement, où j'ai vu qu'il y avait un déploiement qui s'organisait. Et là, on a contourné pour aller voir ce qui se passait. Il y a une scène, il y a de l'action ici parce que le véhicule est stationné là. Il y avait devant le château Frontenac, effectivement, la Saturne noire du suspect. Ce sont les artificiers de la Sûreté du Québec qui étaient là. Ils ont fait débarquer un robot et ils voulaient aller contrôler la voiture. On nous dit qu'il était toujours en marche, semble-t-il. Ouais. Et donc, il aurait traversé tout simplement le parc pour attaquer la première victime près de la rue du Trésor et de la rue Sainte-Anne. Et par la suite, l'arrestation dont on a déjà parlé. En tout cas, toute une nuit d'horreur qu'on aura vécue. Merci beaucoup, Yannick. Bonne journée. Et cet entretien avec mon collègue Yannick Bergeron, ça m'a permis de voir l'ampleur de la tâche qui attend les policiers. Il y a 25 scènes de crime. On va essayer de comprendre ce que cherchent les policiers en particulier avec Guy Ryan. Il est ancien inspecteur au service de police de la Ville de Montréal. M. Ryan, bonsoir. Bonsoir, M. Savard. Quand je vous dis ça, avec votre expérience, 25 scènes de crime, c'est immense comme territoire. Bien, c'est immense, vous l'avez mentionné au préalable, dans le style, c'est 2 km, 2 km et demi à couvrir, puis connaissant le Vieux-Québec un peu, c'est un labyrinthe que là, la personne, il faut reconstituer la scène, le déplacement de la personne. Il est arrivé avec son véhicule, il est débarqué, il a assailli déjà une personne, il a blessé d'autres personnes, il en a tué une deuxième. Il faut reconstituer toute la scène de crime. Et quand on parle de 25 scènes de crime, ça peut être une gouttelette de sang, ça fait partie d'une scène de crime. L'arrestation, ça fait partie d'une autre scène de crime. Les 2 dépouilles qui ont été attaquées, Madame Clermont et M. Deschamps, ça fait partie de d'autres scènes de crime. Mais le tout, ça fait un tout, hein? Ouais. Et vous savez, pour la présentation de la preuve, il faut que ça soit ordonné. Et c'est pour ça que les policiers ont pris leur temps. Les techniciens spécialisés sur la scène ont fait le nécessaire pour faire les prélèvements. Ça peut être un morceau de tissu, ça peut être des gouttelettes de sang pour relier l'ADN soit aux victimes ou soit aux victimes qui sont blessées également. En plus de ça, vous savez comme moi, il y a tout le travail concernant les prises de déclaration de ces victimes-là, des témoins, et il faut constituer tout le tout. En plus des perquisitions au domicile du prévenu à la ville Sainte-Thérèse, accompagné des policiers de la Sûreté du Québec, la région intermunicipale. Il y a une coordination entre les corps de police, entre les enquêteurs pour faciliter le travail. Et c'est le SPVQ de Québec, oui, M. Ryan, c'est le SPVQ de Québec qui va... C'est le SPVQ de Québec là, qui chapeaute tout ça, là, qui mène cette enquête-là, oui. Même s'il y a des policiers, d'autres corps policiers impliqués. Oui, effectivement, c'est la Sûreté municipale de Québec, sûrement chargé d'enquête, un directeur adjoint aux enquêtes, qui lui chapeaute également et il couvre toutes les facettes. Mais s'ils ont besoin d'aide de spécialistes comme en psychologie judiciaire ou quoi que ce soit, ils peuvent faire appel aux professionnels de la Sûreté du Québec également. Vous savez, c'est un travail de collaboration. Il y en a qui sont formés spécifiquement et c'est dans ce sens-là que ça va faciliter leur travail également. Ça a pris du temps avant que l'individu puisse comparaître en fin de journée. Est-ce qu'on doit comprendre que l'interrogatoire a été long et que les policiers ont retourné chacune des pierres possibles? Oui, effectivement. Puis dépendant de l'état psychologique de la personne, vous savez, il y a des antécédents psychologiques. C'est peut-être pas facile, c'est peut-être pas cohérent de créer un climat de confiance avec cette personne-là pour savoir au moins de localiser les motifs, le pourquoi qu'il a fait cet acte-là irréparable. Et c'est ça qui est important. Une fois qu'il va être évalué, d'ailleurs, dès son arrestation, ils l'ont fait évaluer par des professionnels, ils l'ont transporté dans un centre et tout a été respecté. Il l'a comparu rapidement. Il aurait pu comparaître seulement demain également, dans les premières 24 heures. Ils l'ont fait comparaître immédiatement cet après-midi. Les caméras de surveillance vont être, j'imagine, scrutées si ce n'est déjà fait parce qu'on est dans le centre-ville. Là, on peut recréer probablement à la seconde près ce qui s'est passé. Et j'espère que ça va faciliter pour les déplacements. C'est ça qui est important parce que, vous savez, devant soit un jury, il faut toujours penser que la personne va être accusée devant un jury. Il faut que ça soit facile à comprendre. Tous les déplacements, tous les petits détails, que ce soit un chauffeur de taxi qui l'aura vu déambuler avant, peut-être
On a vu des vidéos amateurs comme quoi il y avait des personnes avant. On a entendu une femme crier. Est-ce que c'est une des victimes? Ça, c'est important de localiser ces gens-là pour avoir leur version. Parce qu'on pensait que c'était enfantin, on pensait que c'était une rigolade au début. Mais après ça, quand on a vu que c'était sérieux, parce qu'il n'attirait aucun soupçon, cette personne-là, en étant déguisée du soir d'Halloween. C'est important aussi de localiser exactement toutes les scènes de crime et de reconstituer ça pour faciliter le travail des enquêteurs, faciliter le travail du procureur qui va autoriser la plainte et devant un procès dans les mois qui vont suivre. Oui, surtout qu'il y a 2 accusations, les plus graves, meurtres prémédités. M. Ryan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir, M. Savard. Bonne soirée. Vous avez entendu un petit peu plus tôt dans cette émission le maire de Québec. Il est ébranlé par ces événements-là. Il a l'impression de revivre le cauchemar de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec. C'était, faut-il le rappeler, le 29 janvier 2017. À ce moment-là, il y a 6 personnes qui avaient été tuées. En conférence de presse ce matin, il a dit souhaiter, puis on vient de l'aborder avec M. Ryan, une discussion franche sur les enjeux de santé mentale. J'ai la nette impression de rejouer dans un vieux film, un film dont l'action se déroulait le 29 janvier 2017 à la Mosquée de Québec. C'est un événement hallucinant, terrifiant, un événement, évidemment, qui dépasse l'entendement. Et tout cela nous rappelle, malheureusement, que la nature humaine est éminemment complexe et incroyablement insondable. Je transmets tout de suite aux proches des victimes les condoléances de tous mes concitoyens et concitoyennes de la Ville de Québec. Je sens le besoin de rappeler que ce drame ne remet pas en question le fait que cette ville est une des plus sécuritaires au monde. Mais il est difficile, quasi impossible, de prévoir les conséquences de la folie découlant visiblement de problèmes de santé mentale. Cette horreur chez nous s'ajoute à une charge mentale collective qui était déjà lourde dans cette période pandémique. La Ville de Québec posera tous les gestes si nécessaire pour sécuriser nos concitoyens et concitoyennes et les aider à traverser psychologiquement les conséquences éventuelles de cet événement. Merci. Parce qu'effectivement, c'est un deuil collectif. Bien sûr, il y a les familles et les proches des victimes, mais c'est l'ensemble de la population qui est touchée par cette attaque. Nos équipes vont demeurer en poste pour suivre les développements tout au cours de la soirée, développement de l'enquête. Les informations sont alimentées en continu aussi sur l'appli Info et sur nos plateformes web et bien sûr au réseau de l'information. D'ailleurs, pour les gens de la capitale nationale, notre émission spéciale va se poursuivre après la pause. Et au réseau de l'information, ce sera le téléjournal avec Pascal Nadeau. On va se laisser sur des images en direct du château Frontenac. C'est bien tranquille ce soir dans la capitale nationale.